Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais me présenter s'il y en a qui ne me connaissent pas. Moi, mon nom, c'est Véronique Maheu. Je suis animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire pour le Centre de service scolaire Chemin du Roi. Je prends l'inspiration, une petite pause et je suis accompagnée. On a la chance, en fait, ce matin d'avoir Marc-Olivier Obomsawin qui est avec nous. Marc-Olivier, j'arrête ça là. Veux-tu te présenter davantage? Kwemzewe, donc Kwai, comme on a écrit au tableau, veut dire bonjour. Kwemzewe veut dire bonjour à tous. Ndaleweze Marc-Olivier Obomsawin. Je m'appelle Marc-Olivier Obomsawin. Anomba Nia Nwege Odanak. Je suis un Abénaki qui habite à Odanak. Donc aujourd'hui, je vous accueille sur le territoire parce que nous ici, on est à Odanak. Donc, Kolipayon Odanak. Bienvenue à Odanak. Merci. Ça, je ne m'attendais pas de réponse. Donc aujourd'hui, on vient vous parler beaucoup pour parler du chandail orange, de la journée de la réconciliation. C'est marqué par le chandail orange. Je n'ai pas dit ça pour que tu l'enlèves. Non, j'enlève pas mon chandail orange. Ça, le chandail en tant que tel, c'est pour marquer une journée en soi. La journée de la réconciliation vient vraiment d'un mouvement qui était fait plus dans l'Ouest. C'est une jeune qui est rentrée à l'école des pensionnats, fait que l'école qui était à l'extérieur de sa communauté. Puis avant d'aller à l'école, elle a demandé à sa grand-mère de lui acheter un chandail orange pour qu'elle puisse être marquée dans la gang. Rendue à l'école des pensionnats, ils ont pris tout ce qu'elle est arrivée avec à l'école, donc sa petite valise, et sont partis avec la valise et elle ne l'a jamais revue. Donc pour elle, le chandail orange, ça représente tout ça, tout le problème d'aller à l'école, de perdre quelque chose et de ne jamais le revoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on porte un chandail orange pour se rappeler de tout ça. De se rappeler l'histoire de la petite fille qui avait perdu son chandail orange à l'école. Oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Avais-tu d'autres choses à dire avant que je montre? On est où? On peut montrer où nous sommes. OK, donc Marc-Olivier nous a dit qu'on était à Odanak. Mais c'est où ça, Odanak? Là, je présume que la plupart d'entre vous qui nous écoutez, vous êtes dans la région de Trois-Rivières. Regardez ici. On voit peut-être pas très, très bien, mais c'est le Québec. Et Trois-Rivières. J'ai de la misère avec le ventre en avant. Trois-Rivières, là, c'est dans ce coin-là. Puis nous autres, on est juste de l'autre côté du fleuve. Donc, à environ 40 minutes de voiture de Trois-Rivières. On est ici, le petit picot jaune, orange, à Odanak. C'est là que nous sommes présentement. On vous parle de cet endroit. Donc, Marc-Olivier, aujourd'hui, tu nous as amené plusieurs objets. Puis je crois que tu voulais nous parler de ces objets-là, hein, de nous raconter peut-être des petites histoires par rapport à ça, des croyances, donc nous parler davantage de ces objets-là. Oui, mais en fond, on va commencer par la base parce qu'avant d'avoir une rencontre comme ça, on aurait toujours une purification qui va se passer. Une purification. Vas-tu nous dire c'est quoi ce grand mot? Oui, parce que purification peut faire peur. Mais ici, on a, dans mes mains, j'ai pour commencer un coquillage. Quand on regarde, c'est qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans une rivière. C'est juste que ce n'est pas les petits coquillages qu'on pourrait trouver, ils sont beaucoup plus gros. Dans ce coquillage-là, moi, j'ai du foin d'odeur. Présentement, ça ressemble à des gros brins de gazon. Et si vous étiez avec nous, vous senteriez qu'il sent bon. Il va sentir quelque chose plus comme de la vanille sucrée. C'est vraiment quelque chose qui va sentir bon. Et chez nous, ça a une importance très marquée, le foin d'odeur, parce qu'il représente les cheveux de la mère Terre. On va vous parler tout à l'heure de la mère Terre, mais le foin d'odeur représente ses cheveux. Dans la coquille, on va faire brûler une partie du foin d'odeur pour faire une boucane, pour faire de la fumée. Cette fumée, on va s'en servir pour se laver si on veut. On va la faire venir par-dessus notre tête pour ouvrir notre esprit. On va la faire venir vers nos yeux pour ouvrir notre vue à ce qui se passe. On va la faire venir vers nos oreilles pour être capable d'écouter ce que les autres personnes vont nous dire. On va la faire venir vers notre bouche pour être capable d'avoir un discours, pour être capable de parler correctement aux autres personnes. On va la faire venir vers le cœur pour être capable de bien intégrer ce que les autres nous disent. Après ça, on va pouvoir la pousser vers le sol pour s'enraciner sur le territoire. Donc, la purification va être faite comme ça. Chez nous, on va se servir du foin d'odeur. D'autres nations vont se servir de la sauge, du tabac ou à la limite du cèdre, qui sont tous des plantes médicinales, des plantes sacrées. OK. Donc, si je comprends bien, Marc-Olivier,
Je vais t'emprunter ta coquille. Dis-moi si j'ai bien compris. Donc, vous avez l'habitude de, dans des occasions spéciales, des grandes fêtes, des cérémonies, de faire brûler du foin d'odeur. Hein? Il est où l'autre gros? Ça, c'est encore du foin d'odeur. Ou d'autres plantes importantes. Vous allez faire brûler ça dans la coquille, puis après ça, ça va faire de la fumée. Puis cette fumée-là, elle peut nous nettoyer en quelque sorte. Ouais, donc, elle va nettoyer les mauvaises énergies, les mauvais esprits qu'on peut avoir. OK. Donc, on va essayer de se concentrer sur le positif avec ça, puis on va s'étendre la fumée sur soi. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est fait souvent et depuis longtemps dans les occasions spéciales. Dans les occasions spéciales, dans les rencontres où on a besoin de prendre une décision, quand on veut correctement écouter ce que la personne devant nous va nous parler. Parfait. Merci beaucoup. On a d'autres objets. Oui, commencer avec la musique. De la musique, parce que la musique, c'est quelque chose d'important, je crois. La musique, la danse, dans les... La musique et la danse sont vraiment quelque chose de super important chez les Premières Nations. Chez nous, la danse a vraiment une place primordiale. On a gardé beaucoup de la culture par les pas de danse. On a gardé beaucoup de notre langue par les chants qu'on faisait au tambour, qu'on faisait au sissimone ou qu'on va faire pour accompagner les danses. Donc, toute la sonorité, tous les mots qu'on va prononcer en chantant vont être des mots qu'on va pouvoir retrouver dans la langue. Ça va toujours être quelque chose qu'on va pouvoir se rapprocher. Fait qu'on s'est servi beaucoup de nos chants, de nos danses pour être capable de garder notre langue, même si on a passé dans des écoles, même si on a passé dans plein de choses. Le chant, la danse nous a gardé tout ça vivant. Parfait. Donc ici, j'ai un sisiwan qu'on va appeler chez nous. Ça peut ressembler à ce qu'on voit souvent avec les Mexicains, un petit maracas ou un hochet pour bébé. Donc, à l'intérieur, ici, on a des petites roches, on a des perles de verre ou des choses comme ça pour réussir à faire du son. Anciennement, on se servait beaucoup des graines des 3 sœurs. Donc, les 3 sœurs, on a le maïs, la courge et le haricot. La courge ou les citrouilles vont pousser vraiment au sol. Donc, on va faire des grosses feuilles qui vont protéger tout le sol pour garder l'humidité. Le maïs, lui, va pousser en hauteur pour être capable d'aller chercher justement le soleil. Puis le haricot, les petites feuilles vont pousser à l'intérieur pour tout soutenir le plant pour qu'il reste droit. Donc, les 3 vont s'entraider, vont s'aider beaucoup quand ils vont pousser. C'est pour ça qu'on les appelle les 3 sœurs. Parfait. Donc, si je comprends bien, là-dedans, à l'intérieur, c'est ce qui fait le son, c'est soit des petites roches, soit des petites graines ou des perles. Donc, il y a des petits objets, puis c'est ça qui va produire le son quand on le brasse. Oui, quand ils vont se frapper une sur l'autre, vont créer le son, ou quand ils vont toucher à l'extérieur. Ici, qu'est-ce qui est dur? C'est du cuir, dans le fond, qui a été travaillé. C'est une peau d'animal qui a été travaillée, qui a été séchée. Donc, un morceau de cuir comme ça, qui a été étiré, qui a été travaillé, qui a été séché pour qu'il devienne solide, pour être capable de nous faire un instrument de musique comme ça. Donc, si je comprends bien, Marc-Olivier, ça ici, c'est de la peau d'animal. Oui. OK. Donc, vous utilisez la peau d'animal pour fabriquer des instruments de musique. On s'en servait pour faire des instruments de musique ou pour faire plein d'autres choses. Ça servait pour faire des vêtements, ça servait pour faire des souliers, donc des mocassins. Quand il faisait froid, on pouvait en mettre à l'extérieur de nos maisons pour réchauffer la maison. Donc, les maisons qu'on appelait des tipis ou chez nous des wigwams, qui vont être faits soit en écorce, toute la coquille externe d'un arbre, ou soit en cuir, dépendamment de la température. Intéressant. Parce que le cuir peut nous réchauffer, c'est ça? Le cuir, il y a moins de choses, c'est plus imperméable. Le vent passe moins au travers, donc il était plus chaud. Parfait. Ensuite, qu'avons-nous? Dans les instruments de musique encore, on a un tambour. Donc ici, la peau qui fait mon tambour, c'est la même peau qu'on va utiliser pour faire un sisiwan. C'est la même chose. C'est juste que moi ici, je l'ai teint. Donc j'ai rajouté de la couleur pour lui donner un style. Tu l'as peinturé. C'est teint avec la... Ah, c'est même pas de la peinture. C'est de la teinture alimentaire. Oh! Fait que c'est fait quand la peau est encore mouillée, tu peux rajouter de la couleur dessus. Tu n'as pas besoin de prendre de la peinture va être calée. Oui. Pour faire des marques à l'intérieur. Tandis que la teinture va rester tachée de la peau en tant que telle. Donc, elle va rester marquée comme ça. Intéressant. Donc, ça ici, c'est fait avec de la peau de wapiti. Donc, le wapiti, c'est un gros animal qui peut ressembler à un chevreuil un petit peu plus gros.
Donc, c'est un des gros cervidés qu'on avait ici. Et lui, on s'en est servi pour faire ça. Si on regarde de l'autre côté, c'est comme ça qu'il a été tressé de tambour en soie. Donc, on a une grosse peau qui descend jusqu'ici, qu'on doit étirer, qu'on doit tendre, puis on rajoute tous les morceaux à l'intérieur pour être capable de le tresser pour qu'il devienne solide, puis pour faire une petite poignée pour pouvoir tenir mon tambour. Donc, tout ça, qu'on parle de la peau qu'on a à l'extérieur ou qu'on parle du tressage à l'intérieur, c'est le même morceau. C'est tous du wapiti. Intéressant. Donc, ça provient tout d'un animal, finalement. Ouais. Tout le matériel de fabrication, là, c'est le wapiti. Puis, il y a du bois à l'intérieur. Hein? Oui, bon, on a un anneau de bois à l'intérieur qui tient le tout ensemble, qui rend le tout solide. Fait que c'est un morceau de bois qui a été soit étiré pour donner une forme ronde, sinon ça peut être une tranche d'un arbre qu'on va creuser à l'intérieur pour avoir une forme ronde, mais qui est vide quand même. Intéressant. Donc, ça, c'est fabriqué avec un animal et un arbre, finalement, hein, parce que le bois, c'est les arbres qui nous fournissent ça. Donc, intéressant. Puis, est-ce que tu vas pouvoir frapper dessus, Marc-Olivier? Il faut qu'on entende le son. On a une baguette, une maillotche qu'on a fait, puis moi, à l'intérieur de ça, de nos jours, moi, j'ai rajouté de la laine de mouton, juste pour que ça soit un peu plus mou, pour ne pas briser le tambour en soi. À l'intérieur, il y a de la laine de mouton. Oui, bien, si tu le touches, tu vas voir, c'est pas dur au bout. C'est vrai, c'est mou. C'est fait plus mou pour ne pas briser non plus notre tambour en frappant dessus trop fort. Donc, maintenant, on fait ça. Avant, on pouvait mettre le poil des animaux qu'on avait enlevés ou à la limite des petites herbes, de la mousse, des choses comme ça, pour bien le remplir. Que ça fasse un petit coussin. C'est ça. Mou. C'est un peu comme un coussin qu'on a au bout du bâton pour être sûr qu'on ne transperce pas notre peau en frappant dessus. Parce que des fois, on va frapper vraiment fort sur le tambour. Puis c'est fragile, un tambour de la peau quand même. C'est quand même fragile, mais c'est surtout fragile si on oublie de le nourrir. Parce que ça vient d'un animal. Il doit être chauffé des fois pour qu'il vienne avoir la bonne température. Des fois, on doit lui donner du gras pour pas qu'il sèche. Donc, on doit venir le nourrir d'une certaine façon. Notre tambour, c'est vivant. On doit toujours s'assurer qu'il survit, si on veut. Donc, on doit le chauffer pour pas qu'il ait froid. On doit lui donner à manger avec de la graisse ou de l'huile sur le dessus des fois. Intéressant. Moi qui est habitué de jouer, j'entends aujourd'hui que le mien a besoin d'être réchauffé. Il faudrait que j'aille le réchauffer chez moi éventuellement. OK. Puis ici, le dessin, je suis curieuse, est-ce que c'est une plume? Oui, ben c'est une plume. On le voit un peu plus quand on le met en angle parce que la fin de la plume se passe en haut. Mais c'est une plume que j'avais essayé de dessiner sur mon tambour qui a donné ça avec les teintures qui ont coulé un peu. Ça a donné tout cet effet-là. Donc, c'est vraiment ça. Puis là, quand je parle d'aller le chauffer, on peut aller le mettre aujourd'hui, il fait très soleil, on peut aller le mettre au soleil quelques minutes pour qu'il puisse se resserrer un petit peu. Sinon, on peut le mettre sur le bord d'un feu pour ne pas le mettre trop près pour être sûr qu'il ne brûle pas non plus. Oui. Puis aujourd'hui, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on peut tout simplement allumer un rond de poêle chez nous, puis le mettre en haut. On le fait tourner un petit peu sur le dessus du rond de poêle pour réchauffer le tambour. OK. On ne conseille pas de faire ça à la maison, mais faut qu'il y ait des experts. Quand il faut absolument qu'on chauffe notre feu, ça peut arriver. Oui, c'est ça. On aime mieux le feu ou le soleil. Puis, Marc-Olivier, c'est toi qui as fabriqué ça, c'est toi qui as fabriqué ça ici. Oui. Tantôt, on va vous montrer un capteur de rêve, puis c'est aussi Marc-Olivier qui a fabriqué ça. Moi, je suis curieuse, Marc-Olivier, comment tu as appris à fabriquer tout ça? Est-ce que c'est en lisant des livres? Comment tu as appris ça? C'est beaucoup en regardant mes parents faire. Donc, moi, mes parents font partie d'une partie de la communauté qui connaît beaucoup de choses, si on veut. Donc, ils ont appris, eux, de leurs parents, de leurs grands-parents ou des gens de la communauté en soi. Puis moi, j'ai appris de eux. Je me suis assis avec eux autres, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, puis j'ai répété. Donc, c'est beaucoup comme ça que la culture est transmise. On va parler, on va regarder les autres, puis c'est comme ça qu'on va apprendre à faire nos choses. On va essayer par la suite. On l'a vu, on a entendu parler. Maintenant, on va essayer de le mettre en action. C'est par ces 3 étapes-là, si on veut, qu'on apprend un peu tout chez nous. Intéressant. Puis, donc là, si je comprends bien, tu me dis que tout ce que tu fabriques, ce que tu as appris, puis là, ça peut être vrai pour des instruments de musique, mais ça peut être vrai aussi pour des histoires que tu as entendues, pour des grandes fêtes, pour savoir
comment ça se passe dans ces grandes fêtes-là. L'étape numéro 1, c'est d'observer avec tes yeux. Hein? Donc, tu regardais, par exemple, comment tes parents faisaient. Après ça, l'étape 2, c'est d'apprendre de ça. Puis l'étape 3, c'est d'essayer de faire pareil. Puis ça, ces 3 étapes-là, tes parents aussi, ils ont fait la même chose avec leurs parents, qui, eux autres, avaient fait aussi la même chose avec leurs parents. Donc, c'est des choses que vous savez maintenant qui viennent de loin. Qui viennent de très loin. C'est des choses qu'on sait depuis très, très longtemps, qui ont été passées comme ça, de grands-parents à petits-enfants, à enfants, qui ont toujours été projetés comme ça. Parfait. C'est tout. On parle de choses à créer comme on a fait des tambours, mais ça peut être aussi toutes les légendes, toutes les croyances, toutes les anecdotes sur le territoire qu'on connaît. Tout vient d'un rapport comme ça, qu'on a parlé avec quelqu'un, qu'on les a écoutés, qu'on a remis en place après. Parfait. Super. On est-tu rendu au capteur de rêve? Je pense que oui. Peut-être qu'il y a des élèves derrière l'écran qui savent c'est quoi un capteur de rêve. Peut-être même qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça à la maison. Ça ressemble à ça? Donc ici, oui, on a un capteur de rêve que j'ai fait moi. Donc c'est un capteur de rêve qu'on a fait avec, traditionnellement, je me servirais des tendons d'un animal. Donc tantôt, on parlait de la peau qu'on se sert chez les animaux pour faire les tambours, pour faire mon CC1 ou pour faire des vêtements, des mocassins. Mais on va servir aussi des tendons de l'animal pour réussir à faire des capteurs de rêve ou pour s'en servir comme corde pour attacher certaines choses. Ici, on s'entend, de nos jours, on ne sert plus des tendons, on prend de la corde cirée pour que les nœuds puissent ne pas glisser un sur l'autre. Le tendon faisait déjà le travail pour nous. Donc, le tendon, ça, c'est une partie de l'animal. Avant, on se servait plus de ça, mais maintenant, on peut se servir de la corde normale. Oui, on sert de la corde cirée avec la cire dessus. Parfait. Le capteur de rêve, ça vient avec une petite légende pour comprendre c'est quoi un capteur de rêve et qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est quoi une légende? C'est-tu comme une histoire? C'est une histoire qui explique quelque chose. OK. Donc, normalement, dans une légende, il y a quelque chose qu'on apprend sur la vie de tous les jours ou sur notre façon de vivre. On l'apprend dans la légende. Donc, il y a des légendes qui expliquent tout. Chez nous, on a des légendes pour expliquer tout. La couleur des oiseaux, la couleur des arbres, pourquoi les arbres ils poussent de cette façon-là, pourquoi le castor il y a une queue plate. Tout est dans nos légendes. Puis, ces légendes-là, ces histoires-là, il y en a beaucoup, comme tu dis. Puis, on raconte souvent des trucs en lien avec la nature, avec la terre, avec les animaux. Parce que je crois que la nature, c'est quelque chose de très important dans les grandes croyances autochtones. Puis c'est depuis longtemps. Depuis toujours, il a toujours fallu qu'on défende le territoire, qu'on défende la mère terre, si on veut. Donc, tout ça a un rapport et tout ça est entrelacé, tout a un rapport avec nous. Donc, on a toujours fait attention à la nature parce que la nature fait attention à nous aussi d'une autre certaine façon. Et la nature nous fournit en tout ce qu'on a besoin. Elle va nous donner un animal pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse se vêtir, pour qu'on puisse se faire des souliers pour être capable de marcher. Elle va nous donner des plantes pour qu'on soit capable de se guérir quand on est malade ou pour qu'on soit capable de manger autre chose que de la viande. Elle va nous offrir des journées de soleil pour qu'on puisse avoir chaud. Elle va nous offrir de la pluie pour qu'on puisse avoir des plantes. Donc, la mère terre, la nature est toujours là. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait avec elle. OK. Donc, si je comprends bien, la nature, c'est quelque chose de super important pour vous depuis longtemps. Puis, ce qu'on veut, c'est vivre de façon respectueuse avec la nature, hein, parce que vous êtes super reconnaissant. Vous voulez dire un gros merci finalement à la planète Terre pour tout ce qu'elle nous offre à chaque jour. Ce qu'elle nous offre, la planète Terre, hein, c'est un environnement pour vivre, c'est des animaux pour manger, ça peut être de l'eau pour boire, donc on peut pêcher, on peut chasser. Donc, tout ça, vous avez envie de dire un gros merci à la planète Terre, hein, puis vous l'appelez aussi la Terre-Mère. Ça, c'est comme un autre mot qu'on utilise, mais on parle de la planète. Puis, il faut aussi lui faire attention à cette planète-là. Ça, c'est intéressant. Toujours fallu qu'on fasse attention à la planète parce que sinon, elle ne peut pas nous redonner ce qu'on a besoin pour vivre. Il faut qu'on fasse attention à elle pour qu'elle puisse faire attention à nous, si on peut. OK. Donc, c'est comme si, par exemple, si je coupe tous les arbres d'une forêt trop rapidement, on va dire, ben là, on a coupé ça trop vite. Il faut que les arbres, il faut qu'on leur laisse le temps de repousser. Ils ne pourront pas repousser, donc ça fait pas attention. Donc, il faut faire attention à notre planète. C'est ça l'idée en arrière de ça. Parfait.
On était rendu, excuse-moi, au capteur de rêve, prise 2. C'est correct. Tu étais parti sur des questions, ça allait bien. Donc, mais je vais juste vous conter la petite légende par rapport au capteur de rêve en soi. Donc, le capteur de rêve, c'est un outil qui va attraper, si on veut, les mauvais rêves. Les mauvais rêves vont rester pris dans la toile. Ça vient avec la légende que le capteur de rêve, c'était en haut d'une maison. Donc, les maisons, à l'époque, on appelait les tipis ou des wigwams, qui sont faits avec des gros morceaux de bois, puis entourés d'écorce ou de cuir, dépendamment où on est. Donc, ça fait un gros trou en haut qui est rond. Puis, dans ce tipi-là, il y avait un enfant qui pleurait à toutes les nuits. Toutes les nuits, il pleurait, puis au matin, quand les parents lui demandaient pourquoi il pleurait, bien, il faisait des mauvais rêves. Puis dans le haut du tipi, il y avait une araignée qui, elle, comprenait qu'est-ce qui se passait. Puis l'araignée, elle a tissé une toile, donc une toile comme ça, dans tout le rond du tipi. Puis cette toile-là est devenue un peu magique. Cette toile-là capturait tous les mauvais rêves qui restaient pris dans la toile. Tous les bons rêves descendaient sur l'épaule du tipi, donc sur les gros morceaux de bois sur le tipi, puis se rendaient jusqu'à l'enfant. Aujourd'hui, nous, on représente l'épaule avec les plumes, fait que les capteurs de rêve, les mauvais rêves vont rentrer à l'intérieur, vont rester pris ici. Les bons rêves vont descendre dans la toile, vont descendre dans les plumes pour aller voir les enfants ou les personnes qui sont dans la chambre. Super intéressant. J'ai envie de leur montrer de plus près. Donc, si je comprends bien, encore une fois, Marc-Olivier, le capteur de rêve, premièrement, toutes les fils ici, on dit que ça ressemble à une toile d'araignée. Puis je ne sais pas s'il y en a qui savent ça, mais une toile d'araignée, hein, c'est collant. C'est pour ça que des fois, quand l'araignée à l'extérieur, là, elle fabrique la toile, il y a des petites mouches, des petites bébites qui restent pris dessus. Donc, c'est le principe de la toile d'araignée. On dit que qu'est-ce que ça va capturer? C'est les mauvais rêves, hein, quand on fait des cauchemars. Donc, c'est comme si c'était un objet qui nous empêchait de faire des cauchemars. En gros, on pourrait résumer ça comme ça. Puis peut-être même qu'il y a des élèves qui ont déjà fait ça à la maison puis qui accrochent ça dans leur chambre, hein, parce que pour essayer qu'on dorme mieux ce soir puis qu'on fasse des beaux rêves. Intéressant. Merci. T'avais-tu terminé? Oui. T'as d'autres choses? Montre-nous ça. Ben oui, on a le temps. Okay. Oui, ben en fait, je vous en ai une carapace d'une tortue. Parce que chez nous, les Abénaquis, les tortues, ça a une place vraiment importante. La tortue va représenter, comme on parlait tout à l'heure, de la mère Terre, fait que la planète, si on veut, parce que la création, dans la légende de création, au tout départ, les premiers humains sont nés sur le dos d'une tortue géante. Aujourd'hui, on l'appelle l'île de la Grande Tortue, qui est l'Amérique du Nord. Donc, ça se serait tout passé sur le dos de la tortue. La tortue, on va l'appeler la mère Terre. Notre terre est faite là-dessus. Sur le dos de la tortue, là, si je vous l'approche un peu, on le voit un peu mieux, là, mais il y a des grandes écales qui font le tour en haut, puis il y en a des petites qui vont faire le tour au complet en bas. Les petits carrés, là, les petits rectangles. Fait qu'on voit en bas qu'il y a des petits carrés qui vont diviser toute la carapace, puis au centre, il y en a 13 grosses. Les 13 grosses vont représenter les 13 lunes dans une année. Tout le contour va représenter chacun des jours de ces 13 lunes. Donc ici, dans mes mains, j'ai un calendrier. On a les 13 lunes qui font l'année, puis on a toutes les journées qui font chacune des lunes. C'est pour ça aussi que chez nous, la tortue représente la sagesse. Ça représente le savoir, parce que c'est quelque chose qui est là depuis le début. La Terre a été créée sur son dos, fait qu'elle est là depuis le début. Puis en plus, sur elle, on voit comment va se passer notre année parce qu'on a exactement la division du temps. OK. Donc, c'est comme des fois, peut-être qu'en classe, vous avez des calendriers ou à la maison, hein, c'est souvent sur une feuille, c'est divisé en plein de petits carreaux avec les jours du mois d'octobre, du mois d'août. Donc, ça, c'est une autre forme de calendrier. Ouais. OK. Puis, quand que tu parlais des lunes, tu disais les 13 lunes de l'année. Est-ce que tu parles vraiment de la lune dans le ciel, Marc-Olivier? Oui, on parle des pleines lunes, dans le fond. Fait que la lune va devenir pleine 13 fois dans une année. OK. Donc, c'est pour ça qu'on parle des 13 lunes d'une année. Puis, ça, on a 4 saisons. Fait qu'il y en a une qui a plus de lunes. J'ai juste le goût de te poser une colle. C'est là, non, pas une colle. C'est ça, je ne vais pas pogner. Laquelle des saisons qui aurait le plus de lunes, tu penses? Laquelle des saisons qui semble la plus longue, surtout au Québec? Surtout au Québec, ce serait l'hiver. L'hiver. Ah, bonne réponse! Donc, en hiver, on a 4 lunes, tandis que dans toutes les autres saisons, on en a 3. Ah,
C'est pour ça que l'hiver a l'air plus long, parce qu'elle est plus longue. Parce qu'elle est plus longue. C'est pour ça qu'on a notre division comme ça. On a une division complète. Les lunes représentent vraiment le temps que la lune, elle vienne. Elle va passer du début à la fin. Elle va passer d'une lune pleine à une lune complètement vide à une lune pleine. Oui. OK, parfait. Merci. Avais-tu d'autres objets à nous présenter? Oups, on dirait que la peau va brûler. En fait, on a parlé un peu tantôt du cuir pour parler de nos tambours, de nos CC1, de nos mocassins, mais ici, on a un morceau de cuir en soi. C'est juste pour vous montrer que ça, c'est essentiellement, c'est la même chose qu'on s'est servi pour faire les tambours. C'est juste que lui, il n'a pas été tiré. Pour faire les tambours, on va le mouiller, puis on va l'étirer, puis on va le mouiller, puis on va l'étirer. Puis à un moment donné, il va ressembler à une peau qu'on s'est servi pour faire le tambour. Puis, quand que dans les croyances là, autochtones, dis-moi si je me trompe, on dit souvent que on ne fera pas de gaspillage. Hein? Si, par exemple, on doit tuer un animal pour manger de la viande, on va utiliser là, souvent là, toutes les parties de son corps qu'on peut réutiliser pour faire différentes choses. C'est ça? On va essayer de se servir de tout ce qu'on peut que l'animal va nous donner parce que l'animal a donné sa vie pour nous. Donc, on va essayer de l'honorer et de faire tout ce qu'on est capable avec. Okay. Donc, on va se servir de sa peau, on va se servir de ses os pour faire des outils, pour faire des couteaux, pour faire un grattoir pour enlever toute la chair, tout le poil. On va se servir de vraiment tous les morceaux comme ça pour être capable de perdre le moins de choses possible. Oui. Donc, l'idée, c'est de dire merci finalement à l'animal. Hein? Tu m'offres de la nourriture. Puis moi, en retour, pour te dire un gros merci, je vais réutiliser ta peau pour fabriquer des mocassins. Ça, c'est comme des petites bottes. Ou pour fabriquer des instruments de musique. Puis, si je peux utiliser l'os de l'animal pour différentes choses, je vais le faire. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est de ne pas faire de gaspillage, c'est ça? C'est ça. Bien, pour que sa vie ait valu la peine d'être vécue aussi. Donc, on ne veut pas le laisser pourrir, si on veut, tout seul. On veut se servir de tout ce qu'on peut. De tout ce qu'on peut réutiliser. Oui. Merci. Et ça, voulais-tu nous en parler rapidement ou? Oui. En fait, j'en ai un autre pot, mais cette fois-ci avec du poil. On voit que le poil est resté sur la peau. De l'autre côté, on voit que ça a été tout enlevé. Une fourrure comme ça, on pouvait s'en servir pour faire des mitaines. Donc, on va placer le poil à l'intérieur. On va se servir pour faire des mitaines. On peut avoir des peaux de loutre qui est beaucoup plus douce, qui vont servir pour faire des couches. Donc, à l'intérieur, on va mettre le poil plus à l'extérieur. Et à l'intérieur, on va mettre de la mousse qu'on peut trouver sur les arbres ou à terre dans la forêt pour faire tout ce qui est absorbant à l'intérieur des couches pour les enfants. C'était le travail des aînés. C'était le travail des grands-parents d'aller chercher la mousse pour mettre à l'intérieur des couches. De leur partie à eux. C'était le travail des grands-parents. Super. Donc, Marc-Olivier, je vois le temps qui file et je me dis, si on veut en apprendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut apprendre plus de choses sur le sujet, est-ce que je pourrais regarder sur Internet? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder sur Internet. Il y a beaucoup de choses maintenant. Il y a plein de vidéos. Il y a plein de petites vidéos qui ont été créées pour apprendre sur tout, sur les champs d'orange, sur les nations. Il y a plein de choses qui ont été créées. Il y a des livres qui ont été créés. Des livres pour enfants, des livres pour adultes. Il y a des bandes dessinées même qui ont été créées. Il y a des BD qui vont vous expliquer un peu tout. On peut venir au Musée des Abénaquis à Odanak. Avec les parents, on peut venir ici. On a des expositions pour apprendre sur plein de choses aussi. Mais juste le fait de parler avec quelqu'un et de lui mentionner que ça t'intéresse, c'est déjà un bon goût. Oui. Pas de fait. Tu vas pouvoir montrer à tes parents que c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça tenterait d'en apprendre un peu plus. Oui, intéressant. Puis tu pourrais peut-être à la maison dire à ton frère, ta sœur, ce que tu as appris aujourd'hui ou que tu as vu différents instruments de musique, de personnes autochtones. Ça pourrait être ça aussi. Hein? Donc, de s'intéresser puis d'en parler autour de nous. Intéressant. C'est l'heure qu'on vous quitte. Premièrement, un immense merci, Marc-Olivier, d'être là aujourd'hui avec nous. On est super chanceux. Et s'il y a des professeurs qui ont envie de faire du réinvestissement, je vous invite à aller voir sur Internet la trousse Gabrielle Commandant. Vous pouvez la trouver sur Internet ou sinon sur le site du SACEC Chemin Roi, dans la section, sous la section animation en classe. C'est vraiment des ateliers clés en main pour faire en classe avec les jeunes. C'est tout divisé. Là, sur le site du SACEC, on a divisé le document selon première année, deuxième année, troisième année. Donc, c'est plus facile de s'y retrouver.
Donc, ça peut être un petit réinvestissement intéressant. Donc, merci pour votre belle participation ce matin. Puis, bonne journée de la vérité et de la réconciliation. Et on vous dit à la prochaine. Merci.